La vie, ça démarre comment à partir de rien? Un épisode dans lequel on va parler de ce que la science sait en 2020 de l'abiogenèse, c'est-à-dire le processus expliquant l'apparition spontanée de la vie depuis l'absence de vie. Comment et pourquoi une structure autoréplicante formée d'une membrane et de matériel génétique se formerait à partir de simple chimie? Qu'est-ce qu'un scientifique du nom de Stanley Miller a découvert de révolutionnaire au fond d'une flasque dans une expérience de 1952? Qu'a-t-on appris depuis? C'est ce qu'on va maintenant tenter de voir ensemble. Avant de fournir les réponses de la science moderne aux nombreuses questions autour de l'apparition de la vie, il faut prendre conscience de la difficulté du problème. Et pour le faire, rien de tel que de regarder à quoi ressemble de nos jours une unique cellule vivante. Une cellule, c'est d'abord la complexité des machines en son sein. On a eu l'occasion de voir ensemble la panoplie impressionnante de robots moléculaires qui s'y trouvent. Ça s'étend de simples câbles ou poutres, et ça va jusqu'à des robots capables de chercher de l'information, copier de l'information, transporter des composés chimiques et même piloter la division d'une cellule entière. Vous pouvez voir les animations moléculaires de toute cette machinerie en action dans l'épisode sur la morphogénèse, qui répond à une autre question. Comment passer d'une simple cellule œuf à un individu complet avec tous les membres et les organes à la bonne place. Une cellule, c'est aussi la complexité des processus assurant ces deux besoins principaux. Des matériaux pour construire différentes structures et de l'énergie pour respecter les contraintes de la physique pendant cette construction. Pour atteindre ces objectifs, la cellule va capturer des éléments chimiques de son environnement et par une succession de réactions, elle va les transformer en composés utilisables. Certaines réactions vont dégrader des composés pour en récupérer de l'énergie, c'est ce qu'on nomme le catabolisme, et d'autres vont construire de nouveaux composés en utilisant l'énergie disponible. C'est ce qu'on nomme l'anabolisme. L'ensemble de ce circuit de réaction chimique contrôlée est ce qu'on nomme le métabolisme cellulaire. Voici un exemple de réaction se déroulant au sein de cet immense circuit de production. Ça se lit ainsi. Elle transforme du malate en furamate par l'intermédiaire d'une enzyme, la furamase. Une enzyme, c'est un catalyseur d'origine biologique, c'est-à-dire quelque chose qui permet ou favorise la réaction chimique mais sans y participer en termes de constituants. Les enzymes sont presque toujours des protéines. Cet exemple est représentatif des réactions chimiques du métabolisme cellulaire, qui fonctionnent toutes selon ce modèle. Des réactifs, une enzyme pour aider la réaction et des produits en fin de réaction. Le tout s'inscrit dans un immense réseau où chaque réaction nourrit la suivante. Vous pouvez constater ici la complexité vertigineuse de cette chaîne de production chimique en activité à chaque instant dans chacune des cellules de votre corps. Enfin, une des dernières choses frappantes dans la complexité d'une cellule actuelle, c'est l'interdépendance de ses constituants et de ses processus. Par exemple, le processus central qui transforme l'information génétique en machines moléculaires réalisant différentes fonctions. Dans ce processus, l'ADN, qui stocke l'information, est transcrit en ARN, qui transmet cette information, puis l'ARN est traduit en protéines qui assurent les fonctions mécaniques ou chimiques. Mais pour passer de l'un à l'autre, il faut des machines, et elles sont elles-mêmes faites de protéines, voire même d'ARN. Et donc c'est un véritable dilemme d'œuf ou de la poule pour expliquer ce type de dépendance. Comment pourrait-on, à partir de rien, faire apparaître une telle complexité de machines et de processus avec un tel niveau d'interdépendance? Eh bien évidemment, on ne peut pas faire un tel saut en une fois. Une cellule actuelle, c'est aussi le produit de l'évolution, et la vie n'a évidemment pas démarré avec une telle complexité. Ce que la science de l'apparition de la vie cherche, c'est une évolution spontanée, plausible dans les conditions de l'époque, partant de simples réactions chimiques et aboutissant à ce qui serait le minimum pour assurer la réplication, la variation et la sélection. Une fois que ces trois critères sont réunis, l'évolution darwinienne entre en jeu. Et donc c'est ça la question qu'on veut adresser. À quoi ressemble ce premier système capable d'évolution darwinienne et comment construire cette protocellule pour qu'à la fois sa formation spontanée soit crédible et qu'à la fois la cellule actuelle en soit un descendant logique. Les résultats et conclusions scientifiques sur le sujet peuvent essentiellement être découpés en plusieurs chronologies d'évolution chimique. Celles liées au contenant, à ce qui va jouer le rôle de membrane cellulaire, celles liées au matériel capable de représentation et de réplication de l'information, la chronologie de l'évolution des outils,
et enfin celle des autres processus précurseurs du métabolisme prenant place au sein de la cellule. Le gras, c'est la vie. Et c'est aussi le point de départ de la première chronologie sur laquelle on va se pencher, celle de la membrane cellulaire. On parle plus précisément des acides gras, qui selon moi sont de véritables héros de l'histoire de la vie. Car d'une part, il est très facile d'expliquer leur formation, mais d'autre part, ils résolvent déjà à eux seuls, de manière totalement spontanée, un très grand nombre de problématiques. L'origine la plus probable des acides gras sont les sources hydrothermales. Il a été mis en évidence que le monoxyde de carbone que vous voyez ici en noir et rouge et le dihydrogène, représenté ici en blanc, tous deux dissous dans l'eau, pouvaient, à haute température, sur une paroi minérale, produire ces molécules en forme de chaîne, les acides gras. Ces molécules sont un véritable cadeau de la réalité. Une de leurs extrémités est hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle a tendance à fuir les molécules d'eau. L'autre est hydrophile, c'est-à-dire qu'elle a tendance à vouloir s'entourer de celles-ci. La conséquence, c'est que ces acides gras vont naturellement s'agglutiner en pelotes appelées micelles, isolant ainsi ensemble leur extrémité hydrophobe. Lorsqu'il y a encore davantage d'acides gras, ces micelles vont s'unir pour former une bicouche, comme représenté ici. Encore davantage, et ces bicouches deviennent suffisamment étendues pour être flexibles, et l'agitation aléatoire du fluide dans lequel elles baignent finit par en amorcer la fermeture sur elle-même. Il se forme alors un vésicule sphérique. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Ces vésicules possèdent des propriétés idéales. Dans leur intégralité, ils sont très stables dans le temps, pouvant rester ainsi pendant des jours, voire des mois. Mais au niveau moléculaire, ce sont des structures très dynamiques, dans lesquelles chaque acide gras bouge, peut parfois quitter la structure, et de nouveaux acides gras peuvent venir s'y ajouter. Ceci leur donne d'une part la possibilité de grossir, mais d'autre part une perméabilité idéale. La membrane laisse passer facilement les petites molécules et retient les plus grosses. Il est facile de deviner le rôle essentiel que ceci jouera par la suite. La propriété la plus étonnante de ces vésicules est la manière dont ils grossissent, conséquence du simple fait d'avoir un intérieur et un extérieur. Lorsqu'un vésicule grossit en capturant de nouveaux acides gras, libres dans l'eau, il va souvent le faire à volume constant ou presque. Il augmente sa surface mais garde le même volume. Et donc vous voyez que pour que ce soit possible, il doit adopter une forme qui ne soit pas sphérique, mais tubulaire, voire arborescente. Ce qu'on peut observer ici au microscope. Sous cette forme, la moindre agitation de l'environnement va diviser notre vésicule en vésicules plus petits, en y répartissant aléatoirement le plus important, son contenu. Une membrane cellulaire a plusieurs rôles, celui de protection du contenu, celui de simple contenant pour permettre aux réactions chimiques d'avoir lieu. Mais la membrane permet aussi la création d'une identité propre à ce contenu. Si un système présentait un avantage comme la capacité à copier des structures, ceci ne deviendrait intéressant en termes d'évolution que s'il pouvait faire de cet avantage quelque chose qui lui soit propre en copiant uniquement ses constituants. La membrane assure donc aussi ce rôle de séparation conceptuelle, garantissant que les avantages des systèmes soient bien uniquement les leurs. On résume ce premier chemin d'évolution chimique. Partant de leur création sur une surface minérale au sein d'une source hydrothermale, les acides gras vont, par étapes d'agrégation successives, faire émerger un contenant idéal, stable et préservant son contenu ni trop haut ni trop peu, et capable de division spontanée en utilisant simplement l'énergie mécanique de l'environnement. Tout ceci ne fait pas encore la vie, car pour pouvoir évoluer, il faut pouvoir varier. Il faut donc trouver quoi mettre à l'intérieur de ces beaux vésicules, capables de stocker l'information et capables de répliquer et d'enrichir celle-ci. Si on regarde le diagramme de l'introduction, on remarque que parmi ces trois acteurs, il y en a un qui peut jouer tous les rôles. L'ARN peut transporter l'information et donc également la stocker, comme l'ADN le fait, mais les brins d'ARN peuvent aussi jouer le rôle de machine, comme les protéines, en se repliant sur eux-mêmes pour adopter une forme en 3 dimensions, leur permettant de réaliser une fonction mécanique ou chimique. Ainsi, l'ARN ou une forme très proche de cette molécule est un excellent candidat pour jouer beaucoup des rôles nécessaires dans l'apparition du vivant. C'est l'hypothèse du monde à ARN, dans lequel celui-ci serait le précurseur fonctionnel de l'ADN et des protéines. Comme beaucoup de molécules du vivant, l'ARN est composé d'unités moléculaires jointes ensemble. Ces unités sont composées essentiellement de 2 parties,
ce qui jouera un peu le rôle de colonne vertébrale dans la molécule, et ce qui représente l'information via les fameuses bases représentées ici par les lettres C, G, U, A pour cytosine, guanine, uracile et adénosine. De nos jours, on dispose d'une bonne compréhension des chemins chimiques par lesquels ces bases peuvent naturellement être produites. On soupçonne le rôle prépondérant des cyanures comme espèce intermédiaire ainsi que la nécessité de températures élevées. C'est assez paradoxal que l'origine du vivant soit si dépendante de ce qui est de nos jours un poison mortel. De la même manière, les processus de création de ces vertèbres moléculaires sont généralement bien compris et démarrent depuis des molécules de formaldéhyde. Là où les recherches ont des conclusions encore hésitantes, c'est sur les processus permettant l'association des deux pour réaliser des unités fonctionnelles, utilisables dans de véritables chaînes d'ARN, ce qu'on nomme les nucléotides. Mais en dehors de ce petit bémol, on a une très bonne idée de ce qui se passe par la suite. Comme dans le cas des acides gras, où une paroi minérale jouait le rôle de catalyseur, vous pouvez voir ici un mécanisme similaire en ce qui concerne les nucléotides. L'argile en catalyse la polymérisation. Il aide chacun à se positionner et des petits brins d'ARN se forment. Comme pour les acides gras, les propriétés de l'ARN sont de véritables cadeaux de la réalité. Lorsqu'un brin d'ARN baigne dans une soupe de nucléotides, c'est-à-dire les briques élémentaires qui le composent, ceux-ci vont venir s'apparier, comme des petits aimants, aux nucléotides de la chaîne. Et ceci en respectant une forme de complémentarité, cytosine avec guanine, uracile avec adénosine. Ainsi, le premier brin agit comme une matrice pour positionner en quelque sorte son négatif et augmenter les chances de voir celui-ci se polymériser à son tour en un brin d'ARN. Un brin d'ARN peut donc facilement orchestrer la réplication de l'information qu'il représente et il peut le faire sans avoir besoin de machines, sans avoir besoin d'enzymes extérieures, simplement par ce mécanisme d'appariement. Comme dans le cas de la division spontanée de nos vésicules, l'environnement est également mis à contribution lors de ces cycles de réplication. À basse température, la réplication peut opérer. À plus haute température, l'agitation thermique permet la séparation des brins copiés. On dispose à ce stade d'un contenant de choix et d'un contenu de choix. Et ce qui est beau, c'est leur indépendance. D'une part, en ce qui concerne leur émergence. Ils n'ont pas besoin l'un de l'autre pour exister. On pourrait concevoir que les chaînes d'ARN se soient formées et aient évolué depuis l'intérieur de plusieurs générations de vésicules, mais on pourrait aussi imaginer une phase où l'ARN évolue seul en solution, et où un brin finit capturé à la formation d'un vésicule. Le mécanisme de division et le mécanisme de réplication sont eux aussi indépendants. Si de l'ARN capable de réplication se retrouve dans un vésicule capable de division, ils peuvent chacun le faire à leur rythme. Le vésicule peut se diviser beaucoup plus régulièrement qu'une réplication n'a lieu, ou le contraire, la réplication peut se réaliser plusieurs fois entre chaque division. Au bout d'un moment, on aura deux contenants, avec deux contenus similaires en information. On commence donc ici à cocher pas mal de cases. On a un système capable de copie, de transport d'informations, mais également de changement, car l'opération de copie des brins d'ARN n'est pas parfaite et peut introduire des erreurs, des mutations. On peut également assister à des opérations de recombinaison, c'est-à-dire la jonction de plusieurs brins d'ARN pour former un nouveau type de brin dans une protocellule. Peut-il déjà y avoir une forme de sélection naturelle avec des structures aussi simples? Eh bien oui. Par exemple, la sélection naturelle peut mettre en avant les brins assurant leur réplication en moyenne plus rapidement, c'est-à-dire les brins utilisant les nucléotides les plus courants, les brins évitant que la copie ne s'enraye, les brins permettant que la copie se détache facilement de sa matrice d'origine. On constate donc de véritables possibilités de sélection par aptitude chimique. Et parfois, la compétition nous réserve des surprises. L'équipe du biologiste Jack Szostak a mis en évidence le comportement suivant. Lorsqu'un vésicule contient plus de brins d'ARN, sa pression osmotique augmente. C'est un terme technique pour simplement dire que lorsque vous avez un solvant, ici l'eau, et un soluté, ici les brins d'ARN, alors la solution dans son ensemble a une affinité à acquérir davantage de solvant, ce qui pousse le vésicule à grossir en accumulant de l'eau. Mais il ne peut le faire qu'en développant une affinité à augmenter sa surface, c'est-à-dire à acquérir des acides gras. Et en pratique, il le fera en les volant aux vésicules environnants. On a donc ici un véritable avantage évolutif compétitif,
dans lequel notre aptitude à recopier rapidement notre matériel génétique ralentit le développement de nos voisins. Mais attention, il faut rester raisonnable, car à trop manger, les vésicules restent sphériques et ne peuvent plus se diviser correctement. C'est donc un très bon objectif de recherche d'optimalité et d'équilibre pour l'évolution darwinienne. Pour le moment, on a des structures autoréplicantes pouvant être optimisées par l'évolution. Mais il leur manque quelque chose d'essentiel pour que cette évolution fasse réellement émerger de la complexité. La capacité d'agir en reliant leur information génétique à des fonctions. Et pour le faire, il faut développer des outils. C'est la chronologie d'évolution chimique sur laquelle on va maintenant se pencher. Comme on l'a dit un peu plus tôt, un des gros avantages de cette molécule d'ARN, c'est qu'elle peut jouer à elle seule le rôle d'outil. Un brin d'ARN peut se replier sur lui-même pour adopter une forme en 3 dimensions capable de réaliser une fonction. Lorsqu'un brin d'ARN se prend ainsi pour une protéine, on parle de ribosyme. Et on a déjà mis en évidence expérimentalement des ribosymes particulièrement intéressants. Certains capables d'aider à la production de nucléotides, c'est-à-dire de leur propre brique élémentaire. Et d'autres pouvant aider à l'étape de réplication, rendant celle-ci beaucoup plus rapide, fiable et générique. Là encore, on peut découvrir un véritable cadeau de la réalité. Comme la copie se produit par appariement, il y a toujours 2 versions de l'information, en négatif l'une de l'autre. Mais comme le repliage en 3 dimensions d'un brin d'ARN dépend précisément de sa composition, il n'y a toujours qu'un de ces 2 brins qui est éligible à la formation d'un ribosyme, et l'autre qui peut rester avec comme seul but de stocker l'information et être disponible pour d'autres réplications. Cette étape où l'ARN joue seul le rôle d'outil est absolument essentielle, mais ce que l'ARN peut réaliser comme travail est relativement limité. Il faut développer des outils plus variés. Dans le vivant, les outils sont toujours réalisés selon le même modèle. Il s'agit de chaînes d'unités moléculaires qui se replient sur elles-mêmes et dont la forme détermine la fonction. L'ARN, avec ses 4 types de briques élémentaires, n'offre que relativement peu de possibilités. Un autre type de chaîne sont les protéines, dans lesquelles les briques élémentaires sont les acides aminés, et il y en a plus d'une centaine utilisables, permettant une plus grande diversité de fonctions et surtout une réalisation plus économique. En 1952, un scientifique du nom de Stanley Miller a l'idée suivante: reproduire le cycle naturel de l'eau en laboratoire dans les conditions de la Terre primitive. Le schéma de son expérience est assez simple. Une cuve chauffée pour simuler l'océan et l'évaporation, une autre flasque remplie de gaz présents dans l'atmosphère primitive, de quoi condenser cette atmosphère pour la faire retomber dans l'océan, et la petite touche de génie, 2 électrodes produisant régulièrement une étincelle pour simuler les éclairs. Après une semaine libre de réaction, notre chimiste retrouve au fond de ses cuves un liquide noirâtre. Et après analyse, à la surprise de beaucoup, ce liquide contient une panoplie des fameux acides aminés, des composés qu'on croyait avant être la production exclusive du vivant. Cette expérience marque un tournant dans la recherche sur l'apparition de la vie. On prend conscience des véritables possibilités d'évolution chimique de composés organiques. C'est ce type d'expérience qui a permis d'ouvrir la voie vers les résultats qu'on a vus précédemment. Ceux cherchant à expliquer la formation spontanée des acides gras, les briques de la membrane cellulaire, et ceux liés à la formation des nucléotides, les briques du matériel génétique. L'expérience de Stanley Miller concerne, elle, comme on l'a dit, les acides aminés, c'est-à-dire les briques élémentaires de la construction des protéines, qui constituent la boîte à outils de nos cellules. Leur formation spontanée est d'autant plus établie que de nos jours on dispose d'un nombre impressionnant de manières d'y arriver. Dans les cellules actuelles, ces acides aminés sont utilisés par cette machine complexe nommée ribosome. C'est elle qui les joint ensemble pour former les chaînes qui se replieront en protéines. Comme on l'a dit dans l'introduction, le ribosome moderne est fait d'ARN et de protéines. Mais son architecture nous donne de bons indices sur sa version primitive. Là où le travail le plus important se réalise, c'est-à-dire là où cette structure joint ensemble les acides aminés, on ne trouve que de l'ARN. Le ribosome moderne n'est donc en quelque sorte qu'un ribozyme habillé de protéines. Ceci conforte l'hypothèse du monde à ARN, dans lequel, à un certain stade, un ribozyme particulier a fini par émerger, celui capable de faire le lien entre information génétique et protéines, ouvrant ainsi la porte aux nombreuses fonctions mécaniques ou chimiques que les acides aminés peuvent offrir. L'évolution des outils est la première ressource technique qui sera utile à nos protocellules.
L'autre, qu'on va voir maintenant, c'est l'évolution des processus. Une réaction chimique peut être autocatalytique, c'est-à-dire que ce qu'elle produit peut l'accélérer. Si par exemple deux espèces chimiques A et B produisent une espèce chimique C et que C accélère la transformation de A et B en C, on parle de réaction autocatalytique. Mais dans le cas général, on peut même parler d'ensemble autocatalytique. Ici, les composés A et B produisent une espèce C. Les composés A' et B' produisent une espèce C'. Et chacun de ces produits favorise l'autre réaction. Le tout peut s'organiser en réseaux encore plus complexes, les produits de certaines réactions au sein de l'ensemble accélérant les autres. Dans une solution avec de nombreuses espèces chimiques, il peut même s'installer une compétition entre différents ensembles autocatalytiques. Ceux utilisant plus rapidement les ressources disponibles sont favorisés. Mais la compétition peut aussi être active. Certains composés intermédiaires d'ensembles autocatalytiques peuvent venir empêcher des réactions fondamentales chez d'autres, voire même dégrader les espèces chimiques intermédiaires pour construire les leurs. Dans les cas extrêmes, les ensembles autocatalytiques peuvent même réagir à l'environnement. Je vous invite à voir l'épisode fascinant de Sciences étonnantes à ce sujet. Une partie de l'évolution, entièrement chimique, peut donc se faire sans membrane cellulaire, avec juste en compétition, dans la solution, différentes équipes de réactifs. Là aussi, cette ligne d'évolution chimique, celle des précurseurs du métabolisme, se croise très facilement avec la ligne d'évolution du contenant. Si un vésicule se retrouve avec tous les représentants d'une équipe, il suffit que la production autocatalytique dépasse un certain rythme pour que de division en division, les espèces chimiques rétablissent leur concentration à l'intérieur de la membrane cellulaire. Là non plus, il n'y a pas d'ordre imposé. Tous les scénarios marchent. On peut imaginer des protocellules à ARN qui finiraient par acquérir un métabolisme primitif. Ou l'inverse, que ces processus chimiques évoluent en premier, voire même en solution, c'est l'hypothèse du métabolisme en premier. En résumé, à un certain moment de l'évolution, notre protocellule aura accès à des outils plus variés que les ribosymes de l'ARN seuls, les protéines pouvant être synthétisées depuis les acides aminés, à des espèces chimiques plus variées, utilisables comme réactifs ou comme catalyseurs, grâce à ces précurseurs du métabolisme, les ensembles autocatalytiques. On peut se demander à quoi peuvent ressembler les premiers avantages évolutifs vers lesquels de tels systèmes se sont dirigés. Dans une cellule moderne, la membrane cellulaire n'est pas faite d'acides gras, mais de phospholipides. C'est une molécule avec des similarités, mais qui aboutit à la formation d'une membrane cellulaire beaucoup plus solide, mais aussi beaucoup plus contraignante. Pour que les ressources ou les déchets puissent la traverser, il devient nécessaire d'y incruster des protéines assurant la fonction de canal ou de pore. Pour quelles raisons la cellule aurait-elle emprunté cette voie de l'évolution ? Une possibilité part du constat expérimental que les phospholipides dans la membrane amènent une forme de compétition. Lorsqu'une membrane en contient davantage, elle a tendance à voler les acides gras des membranes à proximité. Il émerge donc une véritable prédation chimique et la pression de sélection qui va avec. Ces premières structures réplicantes de conception assez rudimentaire, au croisement d'évolutions indépendantes, de la membrane, du matériel génétique, des outils et des processus, ont une dépendance forte avec l'environnement. Celui-ci assure les fonctions qu'elles ne savent pas faire d'elles-mêmes, comme la production de leurs composants élémentaires, mais aussi certaines fonctions mécaniques. L'environnement regorge de cycles en tout genre. Lumière et obscurité, avec les cycles jour-nuit, sec et humide, avec les cycles de marée par exemple, chaud et froid, avec les mouvements de convection, mais aussi beaucoup d'autres. En dehors des matériaux qui l'amènent, l'environnement joue donc un rôle actif dans la vie de ces systèmes. On a vu par exemple l'utilisation de l'agitation mécanique pour engendrer la division de la membrane cellulaire, mais aussi l'utilisation des cycles chaud-froid dans le cycle de copie du matériel génétique. À basse température, la copie et le pliage de l'ARN en ribosyme se déroulent facilement. À plus haute température, c'est la séparation des brins copiés et le dépliage des ribosymes qui sont favorisés. Ainsi, pour ces protocellules, tout gain d'indépendance vis-à-vis de ces processus est un énorme avantage évolutif. Ce qui inclut produire ses propres acides gras pour la membrane, produire ses propres nucléotides pour son matériel génétique, produire ses propres acides aminés pour construire sa boîte à outils de protéines, mais aussi de quoi se passer des dépendances mécaniques ou thermiques pour assurer les étapes de son cycle de vie. On rentre ici dans cette phase de l'histoire où toutes les cases sont cochées. Ces systèmes sont dentés
d'une identité propre, ils se répliquent et peuvent varier, d'énormes avantages évolutifs sont à leur portée, on passe à l'étape de l'évolution darwinienne, on rentre dans l'histoire de la vie. On peut se demander quand, dans l'histoire de la Terre, tout ceci a pris place. On sait qu'avant 4,4 milliards d'années, la Terre était trop chaude pour permettre cette chimie. Certains composés seraient irrémédiablement détruits. On a également des traces de vie autour de 3,8 milliards d'années. En analysant la complexité des formes de vie de ces premières traces, et avec quelques modèles d'évolution, on peut estimer que cette protovie, entre chimie et cellules autonomes, se situe probablement il y a 4,2 milliards d'années, et a donc eu à disposition avant plus de 100 millions d'années de conditions compatibles avec son émergence. Ce qu'on comprend de ces mécanismes nous renseigne aussi sur les conditions locales propices à l'apparition de ces systèmes. On a besoin d'environnements concentrés en espèces chimiques, fonctionnant en cycle naturel et a priori branchés les uns à la suite des autres, comme un geyser dont les vapeurs s'accumuleraient dans une petite mare, elles-mêmes se déversant dans un petit bassin relié à l'océan. Des environnements qui semblent presque imiter davantage une expérience scientifique que l'inverse. L'origine de la vie est encore en 2020 un domaine actif de recherche, avec de nombreuses réplications expérimentales d'étapes clés. On se rapproche de plus en plus de modèles complets, partant de la chimie prébiotique et aboutissant à ces premières protocellules capables d'évolution darwinienne. Il est très probable que dans la ou les décennies à venir, la version 21e siècle de l'expérience de Stanley Miller voit le jour, dans laquelle l'apparition spontanée de la vie sera recréée dans un laboratoire au fond de quelques flasques de verre. Cet épisode est maintenant terminé. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez en description une playlist de la chaîne Stated Clearly, ainsi qu'une autre de Jack the Stack, dont les travaux forment une grande partie des résultats évoqués dans cette vidéo. Je vous mets le premier épisode de chacun en fiche. Vous trouverez également le lien du poster du métabolisme cellulaire complet, ainsi que la publication réalisant la synthèse de l'état de la connaissance sur la chimie prébiotique sur laquelle je me suis basé. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, partagez les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire, et retrouvez Patience sur Tipeee, Twitter et Facebook.